Merci beaucoup de m'accueillir ici. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Merci d'autant plus que c'est une période, si j'ai bien compris, assez chargée pour vous. C'est le moment de vos soutenances pour certains d'entre vous, voire dès cet après-midi. Donc je vous souhaite par avance de bonnes soutenances, de belles soutenances. Donc je vais vous présenter une conférence sur la place des femmes au théâtre. Je vais commencer avec un tout petit préambule où là je vous ai mis quelques images. J'ose même pas montrer de la vidéo parce que je ne suis pas douée comme vous avec toutes ces choses, lumière, vidéo et son. Je suis même très nulle. Donc j'ai renoncé à toute vidéo, mais il y aura quelques images parfois et je voulais commencer par deux images qui représentent, enfin trois, mais qui sont issues de spectacles vraiment contemporains. Les deux premières que vous voyez en haut à droite, oui, que vous voyez en haut à droite, elles sont issues d'un spectacle qui s'appelle Carmen, qui est un spectacle qui tourne depuis 2024, qui tourne encore, qui est un spectacle qui reprend donc l'opéra et d'après la nouvelle de Mérimée, l'opéra qui s'appelle Carmen, que vous connaissez sûrement, de Georges Bizet, un des opéras les plus montés en France. Là, il a été mis en scène par Philippe Lafeuille, dans une mise en scène où tous les rôles, féminins comme masculins, sont tous joués par des hommes, pardon, pas par des femmes, par des hommes. Donc, et c'est en plus un opéra que là, il joue en tutu, comme vous pouvez un petit peu l'apercevoir sur l'image du haut. Bref, voilà, entièrement joué par des hommes, que ce soit les rôles féminins, les rôles masculins, et essentiellement dans des tenues qui sont vraiment des tenues, a priori, des tenues de corps de ballet féminins et pas des tenues masculines. Et puis je vous ai mis une petite photo en bas du Pier Paolo Pasolini, qui est un auteur, cinéaste, romancier, poète italien des années, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et lui, il fait l'objet d'un spectacle qui a lieu en ce moment à l'Odéon, que je ne vous recommande pas forcément d'aller voir, mais en tout cas un spectacle qui s'appelle Pétrole, et dans lequel son rôle, le rôle de Pier Paolo Pasolini, est interprété uniquement par les comédiennes. Donc je voulais juste vous montrer voilà, ces deux choses-là qui sont issues de deux types de théâtres très différents. Là, qui est un théâtre privé populaire, la mise en scène, l'adaptation de Carmen, et puis l'autre dans un théâtre subventionné, politique plus, on va pas dire élitiste, mais en tout cas plus s'adressant à un public plus critique peut-être et plus habitué à certaines formes de théâtre, à l'Odéon, qui tous deux font le choix de dégenrer, si on peut dire, les rôles théâtraux. L'un en représentant tous les personnages féminins, les incarnant par des hommes, et puis l'autre faisant l'inverse, un personnage masculin représenté uniquement par des comédiennes. Donc, ce que je veux dire par là, par ce petit préambule, c'est que il semble bien aujourd'hui qu'au théâtre, en tout cas, la question du genre ou la question de la représentation des femmes, eh ben, elle peut être facilement mise en problème, mise en dialogue. On peut représenter des hommes par des femmes par des hommes, etc. Et on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est... On est novateur, quoi. On est à une époque où on est capable de dégenrer, de décatégoriser les choses. Ce que je voudrais vous montrer en partie dans cette conférence, c'est que déjà, par exemple, représenter tous les rôles féminins par des hommes, c'est quelque chose qui existe depuis les fondations du théâtre. Et donc, il n'y a pas grand-chose de si original que cela. C'est même presque quintessentiel au théâtre. Et donc, c'est un peu l'objet de cette conférence, c'est ce que je voudrais arriver à vous montrer, j'espère le plus clairement possible, c'est à quel point la naissance même du théâtre, en tout cas en Europe, en Occident, et je vais remonter aux origines dans pas longtemps, la naissance même du théâtre, elle pose la question de la représentation des femmes et de la place que les femmes peuvent occuper au théâtre. Et elle ne la pose pas seulement comme une thématique, qui serait une thématique aujourd'hui dont on pourrait presque dire des fois, oh là là, les femmes, on parle que des femmes maintenant, c'est un sujet trop à la mode ou je sais pas quoi. C'est pas juste un sujet, parce que c'est un sujet du moment, c'est pas simplement un sujet accidentel. Entre autres, le théâtre s'occuperait de représenter les femmes, mais de représenter, je sais pas, les enfants, la guerre, de représenter plein de choses. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce n'est pas un sujet accidentel, occasionnel, que la place des femmes au théâtre, mais que c'est un sujet essentiel, quintessentiel. C'est-à-dire que ça structure le théâtre depuis ses origines. Et bon, c'est ce que je vais essayer donc de vous montrer. Ça le structure d'une manière très paradoxale, très ambiguë. C'est que d'emblée, la question qui s'est posée pour les créateurs du théâtre européen, à savoir les Grecs d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, aussitôt qu'ils ont créé le théâtre, par la forme d'abord de la tragédie, puis ensuite très vite de la comédie, dès qu'ils ont créé le théâtre, ils ont rendu obligatoire l'accès du théâtre aux citoyens. Ça, c'était une première chose. Le théâtre était un spectacle obligatoire.
On n'avait pas le choix. On devait y aller coûte que coûte. Si on était pauvre, on avait même des allocations pour pouvoir y aller quand même. Mais c'est un spectacle obligatoire pour les citoyens. Or, qui sont les citoyens dans l'Athènes du 5e siècle? Ce sont les hommes nés à Athènes, majeurs et libres. Ce qui veut dire que le théâtre est un spectacle obligatoire pour les citoyens, mais les citoyens, c'est une petite partie de la population athénienne. Sont exclus du théâtre les enfants, qui sont mineurs, tous ceux qui ne sont pas nés à Athènes et qu'on appelle les métèques. Et le terme est resté comme un terme, une insulte raciste qu'on n'emploie plus tellement aujourd'hui, mais en tout cas qui a été courante au XXe siècle en français. Donc les étrangers, les non-nés à Athènes, sont exclus de la citoyenneté. Les esclaves, ceux qui ne sont pas libres, donc toutes les prises de guerre transformées en esclaves, et les femmes. Donc les femmes, même nées à Athènes, etc., libres, n'ont pas le droit d'aller d'aller voir les spectacles de théâtre. Et par ailleurs, deuxième interdit important à la fondation du théâtre athénien, et du théâtre athénien, enfin du théâtre tout court, du théâtre occidental, deuxième interdit, non seulement les femmes, même libres athéniennes, ne peuvent pas aller voir les spectacles, mais elles ne peuvent pas non plus être sur la scène. Ce qui veut dire que d'emblée, les rôles ont été tenus par des hommes, tous les rôles, féminins et masculins, dès la fondation du théâtre. Donc les femmes, elles sont doublement exclues, comme spectatrices, comme actrices. Et je ne parle même pas de dramaturge, ça, la question ne s'est même pas posée du tout. Alors que les femmes peuvent écrire par ailleurs. Sappho, au 7e siècle avant Jésus-Christ, écrit de la poésie et est reconnue comme une des plus grandes poétesses grecques. Donc le théâtre est un monde d'hommes au moment même où il naît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il naît à un moment singulier, c'est au moment de la fondation de la démocratie. Donc il y a quelque chose d'autre encore qui est intéressant dans ce qu'est le théâtre, et ce qui est encore un petit peu le théâtre pour nous aujourd'hui, c'est que le théâtre, dans le monde européen, il naît comme une institution politique, et une institution politique démocratique. D'accord ? C'est lié à la naissance de la démocratie athénienne. Tous les citoyens athéniens qui sont égaux entre eux, sauf tous les exclus, doivent aller au spectacle du théâtre parce que c'est un moment où ils vont voir la communauté représentée et c'est un moment d'union, en quelque sorte, si vous voulez, entre eux. Donc ils doivent y aller ensemble. Mais cette naissance donc, politique et démocratique du théâtre en Occident, dont nos formes théâtrales encore aujourd'hui sont les héritières, est une forme qui exclut les femmes, non seulement comme spectatrices, mais également comme comédiennes, comme représentant les femmes. Donc ces questions, elles se sont posées en Occident, mais elles se sont posées, alors je ne suis pas du tout spécialiste des formes orientales, mais elles se sont posées aussi, par exemple, au Japon, bien plus tard, dans d'autres contextes. Donc la question de la représentation des femmes, par exemple, le théâtre kabuki, qui est un théâtre très important pour le Japon, qui naît au XVIIe siècle, il naît sous l'inspiration d'une femme, Izumo no Okuni, dont vous voyez une représentation à gauche. Elle est la fondatrice de ce genre qui se pratique essentiellement dans des maisons closes, des maisons de prostitution pour une certaine aristocratie où on donne des spectacles raffinés, des spectacles de théâtre, le théâtre kabuki. Mais très vite, dès les quelques décennies qui vont suivre la fondation du théâtre kabuki par cette femme, qui est considérée comme une prostituée, mais aussi comme une inventrice d'une forme théâtrale, les hommes vont se réapproprier cette forme théâtrale et interdire les femmes de la jouer. Et le théâtre No, qui est un théâtre, donc aussi un théâtre très important, une forme théâtrale importante au Japon, qui existait avant, 14e, 16e siècle déjà. Le théâtre No, c'est la même chose, il exclut complètement les femmes du jeu théâtral. Donc vous avez là, sur l'image de droite, un masque théâtral, un peu comme les masques grecs, où vous aviez le masque de gauche là, qui représente une femme, puis le masque de droite un satyre. Chez les Japonais, c'est la même chose. Dans le théâtre No, vous allez avoir la représentation donc, de tous les personnages féminins par des hommes qui les incarnent, qui incarnent les rôles féminins. Donc ce que ça veut dire, c'est que le théâtre est une forme d'abord excluante, qui exclut les femmes. Pourquoi elle les exclut ? C'est assez simple, c'est que c'est public et que c'est des représentations publiques. Le théâtre est un spectacle public, un spectacle où on se montre. Or, se montrer, dans les sociétés patriarcales, c'est donc ne pas être conforme
aux attendus des rôles des femmes dans les sociétés patriarcales, à savoir celle d'être réservée, d'être dans le domaine de la maison et non pas le domaine public, d'appartenir à la sphère privée, s'occuper de la maison, éventuellement du labeur dans les champs, etc., mais pas de la scène publique, pas de l'agora, pas du forum, pas des rôles politiques, etc. Donc dans le système patriarcal, une femme qui s'expose, c'est une femme qu'on dit publique, et les femmes publiques, c'est un autre nom pour dire les prostituées. Les comédiennes et les prostituées vont être longtemps associées. C'est-à-dire qu'on interdit aux femmes parce que c'est les femmes, à partir du moment où elles sont sur la scène, bon, comme moi, là, je suis sur une scène, nous, on ne le voit plus comme une prostitution, enfin, j'espère que vous ne pensez pas ça, mais pendant très longtemps, le simple fait de s'exposer sur la scène, ça veut dire qu'on met son corps, on rend son corps visible à tous, même s'il est habillé, hein, heureusement, mais on le rend visible à tous, on le rend public, et cela est proscrit dans les sociétés patriarcales. On ne doit pas rendre public le corps, il ne doit pas avoir le corps féminin, il ne doit pas avoir de rôle public. Donc ça, c'est quelque chose qui va séparer l'espace, si vous voulez, et faire que l'espace théâtral va pendant longtemps être interdit aux femmes. Interdit aux femmes parce que la sphère publique, c'est-à-dire la sphère des activités publiques, c'est-à-dire la sphère des activités de la cité, des affaires politiques, est une sphère pendant longtemps uniquement masculine. Alors, j'ai fait beaucoup trop de trucs. Ça, c'est une petite citation. Je passe. Et donc, voilà. Donc, pour vous dire un peu, pour conclure un peu mon introduction, pas la conférence, malheureusement pour vous, mais pour conclure l'introduction, en gros, les femmes vont faire leur entrée dans le monde du théâtre très tardivement. En tant qu'autrice, on le verra un peu plus tard, c'est relativement tardif. On a une exception au Xe siècle, une première femme autrice. Puis, on commence à avoir vraiment des noms d'autrices à partir du XVIe, XVIIe siècle. Mais pour ce qui est de leur apparition scénique en tant que comédienne, là aussi, il faut attendre, alors le Moyen-Âge sans doute, mais on ne connaît pas bien les formes médiévales parce que ce sont des formes souvent non écrites et on ne sait pas exactement comment étaient faites les mises en scène et qui jouaient, mais on imagine qu'il y avait des femmes qui jouaient. Mais sur les théâtres qui ne sont plus des théâtres populaires comme au Moyen-Âge, mais sur les scènes de théâtre de cour, puisque c'est d'abord là que le théâtre en Occident s'est d'abord joué, dans les théâtres de cour puis dans les théâtres publics, l'apparition des femmes sur la scène, elle est tardive. Je vous ai mis donc des petits repères chronologiques, mais en gros, l'impulsion va vraiment venir de l'Italie. La Commedia dell'arte, que vous connaissez peut-être, hein, forme de théâtre italien populaire avec des personnages comme Arène le 15, le Sganarelle des comédies molièresques qui est entièrement basé sur les personnages de la Commedia dell'arte. Donc les troupes de la Commedia dell'arte, qui sont des troupes mixtes en Italie et qui ont un énorme succès, vont arriver en France sous l'impulsion de la reine italienne Catherine de Médicis, qui va les faire venir à la cour de France. Et là, on va avoir des troupes mixtes et on va commencer à avoir des contrats d'actrices qui sont répertoriées dans les théâtres, qui sont payées pour leur travail et rémunérées comme telles, considérées comme telles. C'est encore plus tardif au XVIIe siècle en Angleterre, donc c'est jusqu'en 1660, les femmes n'ont pas le droit d'être sur la scène. Toutes les pièces de Shakespeare, quand elles ont été jouées avec uniquement des acteurs masculins. On prenait des très jeunes hommes, imberbes, le plus efféminés possible pour jouer les rôles de personnages féminins jeunes, mais il n'y avait pas de femmes sur la scène du théâtre élisabétain, de Shakespeare et de ses contemporains, par exemple, à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe. Et même alors que les femmes commencent à pouvoir être sur la scène au XVIIe siècle en France, le rôle des vieilles femmes aigres, méchantes, comme Madame Pernelle dans le Tartuffe, eh bien, elles sont interprétées par des hommes. Parce que c'est encore plus drôle d'avoir un vieil homme jouant une vieille femme aigrie sur la scène comique du XVIIe siècle, par exemple. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'en tout cas, le théâtre, consubstantiellement, si vous voulez, a un problème avec les femmes, a eu une difficulté à faire des femmes des actrices du théâtre et à les faire entrer dans la scène théâtrale. Mais paradoxalement, le théâtre, depuis ses origines, ne parle quasiment que des rapports hommes-femmes. Donc il y a là un paradoxe, et c'est celui-là qui va un peu construire ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à la fois elles sont entièrement exclues, jusqu'assez tard dans l'histoire du théâtre, hein, puisque l'histoire du théâtre commence en gros en moins 500 avant notre ère et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quasiment 2000 ans sans femmes au théâtre, ça fait long quand même comme histoire,
pour une histoire de 2500 ans, bon, il y a même 2200 ans sans femmes, puis après, bon, ça fait pas très longtemps qu'il y a des femmes au théâtre. Mais paradoxalement, alors même qu'elles sont exclues de facto du théâtre, elles sont le sujet du théâtre, hein, et pas un sujet parmi tant d'autres, elles sont un des sujets majeurs du théâtre. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la suite donc, de la conférence, en m'arrêtant sur 2 grands temps. Je vais d'abord, donc, je vous présente un peu mon plan, hein, même si c'est une conférence, c'est pas un cours que vous avez à bien suivre, mais juste pour que vous voyez où on va, quoi, pour que vous puissiez avoir un peu une idée. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer comment, dans l'Antiquité, les pères fondateurs, si l'on peut dire, du théâtre, vont accorder une place extrêmement importante au rôle féminin et à la question des femmes, alors même qu'ils les excluent par ailleurs de la scène, etc. Donc je vais d'abord faire un assez long temps sur la période antique, parce que c'est la période fondatrice, qui fonde notre théâtre contemporain et auquel le théâtre contemporain continue de se référer. Vous connaissez peut-être Sophocle, ou vous connaissez peut-être au moins l'histoire d'Œdipe, ou celle d'Antigone, etc. Ces histoires-là, elles continuent d'être mises en scène. Des Oedipe rois, il va y en avoir encore, enfin, il y en a tout le temps, à la Manufacture, etc. Vous pouvez voir très régulièrement leurs pièces. Donc ce théâtre-là, il continue d'être le socle du théâtre occidental. Donc je voudrais vous montrer comment ça se passe dans le théâtre antique, quels sont les socles qui sont posés et comment le théâtre antique ne cesse de s'interroger sur la question du genre et de la différence des sexes et de la place des hommes et des femmes dans la cité, c'est-à-dire nous on dirait aujourd'hui dans la société, c'est la même chose. Et puis dans un deuxième grand temps, essayer de vous montrer comment la montée en puissance des femmes dans le théâtre, la place qu'elles prennent et les questions que cela va poser, voilà, le renouveau que ça va pouvoir poser. Donc ce sera ça, en gros, les parties, si vous voulez, les 2 grandes parties de cette conférence. Donc dans un premier temps, je voudrais revenir donc, sur les fondateurs de la tragédie. Ils sont 3, il y a 3 grands poètes tragiques que l'on connaît encore. On ne connaît qu'une parcelle de leur œuvre, donc tout ce qu'on dit en fait est à chaque fois très lacunaire, hein. Il y a Échille, le tout premier, vient ensuite Sophocle et puis ensuite Euripide. Échille, Sophocle et Euripide, c'est les 3 fondateurs du théâtre tragique grec et du théâtre grec et européen, si vous voulez, que l'on ait conservé. Il y a d'autres noms, on sait que la tragédie n'est pas née avec eux, qu'il y a eu Thespis notamment, dans le siècle précédent, au VIe siècle avant notre ère, qui aurait fondé les premières tragédies, mais on n'a aucun fragment retrouvé, on n'a que son nom, et le nom de certaines tragédies. Donc d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, il nous reste une infime partie de ce qu'ils ont écrit. À chaque fois, ils ont écrit une centaine de pièces, pour vous dire, Échille, il nous en reste 7, Sophocle 7 et Euripide 14. Donc c'est pas beaucoup, sur sans doute 300 pièces environ. Donc on n'a qu'un tout petit panel, mais à partir de là, on peut quand même essayer de voir des choses. Et la première chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais vous rendre attentif, la première chose, c'est que ce théâtre, je pense que vous connaissez peut-être un peu les tragédies grecques, vous en avez peut-être lu une. Ouais, vous voyez un peu, peut-être. Ouais. Si vous avez déjà lu ou vu une tragédie grecque, ou une adaptation d'aujourd'hui, vous aurez sans doute vu qu'il y a une différence très nette, un dispositif qui n'existe plus dans notre théâtre moderne, ou alors c'est un théâtre moderne qui veut réinventer la tragédie, il y a une opposition très nette entre les personnages, les acteurs, qui jouaient sur la scène. Bon là, il n'y a pas d'estrade, mais ils jouaient sur une scène qui était vraiment une scène avec estrade. Donc ça, c'était les acteurs. Il y en avait d'abord très peu. Dans le premier théâtre d'Échille, il n'y avait que 2 acteurs en scène. Puis chez Sophocle, 3 qui pouvaient être en scène en même temps, puis chez Euripide, plus. Et puis aujourd'hui, on peut en mettre des dizaines, voire des centaines dans certaines formes théâtrales. Donc il y avait les acteurs, les personnages, les protagonistes, comme on les appelle, ceux qui vont au devant de la scène. Et puis il y avait le chœur. Le chœur, lui, il n'était pas sur la scène. Si ici, admettons que moi je sois sur la scène, le chœur, il serait en gros, il rentrerait là où est le piano, ou bien là où est le grand escabeau. Il rentrerait d'un côté ou de l'autre et il resterait en bas de la scène. Et l'autre différence qui marque bien l'opposition entre les personnages et le chœur, c'est que les personnages qui jouent donc les rôles importants ont des masques, sont masqués comme les masques que vous avez pu voir au tout début. Ils ont tous des masques qui sont des masques en terre cuite, en argile, qui donc leur permettaient une plus grande résonance, une sorte de micro de l'époque, qui ne nécessitait pas d'ingénieur du son, donc ça vous aurait mis sur le chômage tout de suite. Donc eux, ils arrivaient à parler à des foules gigantesques, de plusieurs milliers de spectateurs avec leurs masques, alors que par ailleurs, le chœur, lui, n'est pas masqué.
Il n'est pas masqué, il est simplement vêtu de toge simple, il n'est pas masqué. Et le chœur n'est pas joué par des acteurs professionnels, contrairement aux acteurs. Les acteurs apprenaient leur jeu, leur rôle. Le chœur, lui, donc sans masque, sans micro, sans doute qu'on l'entendait moins bien, chante, danse, tous ensemble. Vient, voilà, et répond aux personnages. Le chœur, lui, est composé, donc, comme vous pouvez le lire, je lis pas les diapos que je mets, hein, je vous laisse les lire quand vous vous ennuyez trop, mais je les lis pas trop, mais là je vais la lire quand même. La citation de Jean-Pierre Vernant, donc le chœur non masqué, seulement déguisé, personnage collectif incarné par un collège de citoyens. Donc c'est des citoyens qui sont sur scène, c'est-à-dire que c'est des gens, vous les reconnaissez. Imaginons que ce soit dans votre quartier ou je ne sais pas quoi, vous reconnaîtriez le boucher, le député, je ne sais pas quoi, tous les gens du quartier, ou si vous habitez dans un petit village, vous reconnaîtriez, parce qu'ils ne seraient pas masqués, le chœur des citoyens. D'accord ? Donc on sait qui c'est. Et le chœur des citoyens, il est là pour représenter la cité, pour dire, nous, en tant que collectivité qui vivons ensemble, ville d'Athènes par exemple, ou village de ceci, ou quartier cela de Nancy, nous sommes là et nous représentons la cité. Alors que au-dessus, il y a des personnages et eux, ce n'est pas les vrais gens. D'ailleurs, ils sont masqués, on ne les reconnaît pas. Donc c'est le personnage tragique, je lis encore la petite citation, joué par un acteur professionnel que son masque individualise par rapport au groupe anonyme du chœur. Le chœur est donc un être collectif et anonyme dont le rôle consiste à représenter dans ses craintes, ses espoirs et ses jugements les sentiments des spectateurs qui composent la communauté civique. Le personnage, lui, il joue un autre rôle, le personnage individualisé, dont l'action forme le centre du drame, qui a figure de héros d'un autre âge, toujours plus ou moins étranger à la condition ordinaire du citoyen. Donc il y a une nette dichotomie. Et nous dit Jean-Pierre Vernant, le chœur, il sert à représenter les citoyens. Vous allez me dire, mais les femmes dans tout ça, madame, vous êtes en train de vous égarer. Pas du tout. Enfin, un peu, mais pas trop. Pas trop parce que si on regarde donc chez les trois tragiques dont il nous reste quelques tragédies, si on regarde leurs pièces, dans leurs pièces, il y a énormément de chœurs féminins. Bizarre si c'est censé représenter la cité, la société. La plupart des chœurs sont des chœurs féminins. Donc je vous ai mis quelques petits chiffres. Hein. Chez Eschyle, par exemple, sur les 7 tragédies qui subsistent, 5 chœurs sur 7 chœurs, puisqu'à chaque fois il y a un chœur par tragédie, 5 sur 7 sont incarnés par des femmes. Chez Sophocle, c'est moins. C'est moins, mais par contre, chez Sophocle, on voit apparaître pour la première fois des titres de pièces dont des titres de pièces qui mettent en avant une héroïne féminine, Antigone et Électre. Donc il y a moins de chœurs féminins, mais par contre il y a pour la première fois des héroïnes qui peuvent donner des titres. Ce n'était pas le cas chez Eschyle. Même s'il y a déjà une Électre, cette Électre elle est minorée dans une pièce qui s'appelle les Coëphores et qui a le nom donc de ces porteuses de libation, ces femmes qui viennent honorer les morts et qui accompagnent Électre sur le tombeau de son père Agamemnon. Donc, chez Sophocle, il y a moins de chœurs féminins, mais par contre, il y a pour la première fois l'apparition d'héroïnes féminines qui peuvent donner leur titre et qui vont être extrêmement importantes, Antigone et Électre, que vous connaissez peut-être par ailleurs, dont les noms, je pense, vous sont au moins connus. Je parlerai de l'une d'elles après. Et puis Euripide, le dernier des grands tragiques, lui, sur 17 tragédies qui nous restent, 14 sont écrites avec des chœurs féminins. Donc ça, c'est assez étonnant. Ce chœur qui est censé être un chœur passif, qui commente, qui dialogue éventuellement avec les personnages et qui représenterait la société, c'est une société féminine qu'on voit dans ce cas-là. Même si ce sont des citoyens hommes, ils jouent des rôles de femmes. Donc c'est quelque chose qui vous montre, si vous voulez, le tiraillement constitutif du théâtre. Le théâtre exclut les femmes, mais ne cesse de les représenter, et de les représenter même comme une entité éventuellement politique, puisqu'elles peuvent être réunies en chœur sur une scène publique. Et donc Euripide, lui, voilà, 14 chœurs de femmes sur 17 pièces, c'est-à-dire que c'est quasiment toutes ces pièces, et puis énormément de titres qui mettent en avant des personnages féminins par ailleurs individualisés, comme Médée, Alceste, Andromaque, Écube, Ion, Électre, Hélène, Iphigénie par 2 fois, dans 2 pièces. Donc ce que je veux vous montrer là, si vous voulez, c'est à quel point c'est étonnant comme les tragiques grecs, en fait, représentent des communautés de femmes. Et chez Euripide, même, ce qui est intéressant, c'est que le chœur, si jamais vous avez suivi des fois des cours sur le théâtre grec, on dit le chœur, il est passif, il n'intervient pas dans l'action, il la commente.
D'accord, il dialogue un peu, il dit « Oh là là, mon pauvre, c'est très dur ce qui t'arrive », parce que généralement, dans la tragédie, il n'arrive que des malheurs. Donc souvent, il s'apitoie sur le sort du héros et il nous conduit à nous apitoyer aussi. Il nous aide, il est une sorte de relais pour que nous aussi, on s'apitoie, qu'on se dise ouais, « C'est vrai que le pauvre, c'est vraiment dur tout ce qui lui arrive », par exemple l'Oedipe, etc. Il nous aide à nous apitoyer, mais il n'intervient pas, nous disent souvent les enseignants, etc. Si on regarde chez Euripide, vous avez beaucoup de chœurs de femmes, et vous avez même des chœurs de femmes qui sont actifs, qui prennent part à l'action, et souvent une action extrêmement violente et inattendue. C'est le cas dans 2 pièces, notamment, c'est le cas dans Hécube. Hécube, c'est la femme de Priam, le roi de Troie. Et vous savez qu'il y a eu une guerre entre Troie et les Grecs. Quand Troie est détruite, quand la guerre de Troie est fichue, et que donc Troie est complètement détruite, tous les hommes sont massacrés, mais les femmes, comme dans tous les conflits encore aujourd'hui, les femmes sont violées et mises en esclavage sexuel. Elles sont données comme concubines, c'est-à-dire comme esclaves vraiment, aux vainqueurs, c'est-à-dire aux Grecs. Les plus vieilles, c'est juste des esclaves, et puis les plus jeunes, comme Andromaque, etc., on les marie éventuellement, ou bien simplement on les viole, comme par exemple Cassandre, qui devient une des esclaves du héros Achille. Donc ça, c'est le sort des captives. Dans Hécube, elle est captive avec plein d'autres femmes, et puis elle apprend que ses derniers enfants, son dernier fils qu'elle avait réussi à mettre en exil et à espérer sauver du massacre généralisé, a été tué par celui qui avait juré d'aider son fils en exil. Et celui-ci vient en plus, non seulement il a tué son fils, mais il vient en plus dire aux Grecs qu'il a tué son fils et qu'il est du côté des Grecs, qu'il a toujours été du côté des vainqueurs, bien sûr. Jamais il aurait aidé les Troyens. Donc il vient dans le camp des Grecs, où sont aussi toutes les captives grecques, les captives troyennes, pardon. Quand Hécube apprend cela, elle est folle de rage, et avec ses compagnes troyennes, elles vont, donc avec le chœur, c'est le chœur des femmes troyennes, qui sont des femmes esclaves, d'anciennes reines devenues esclaves, elles vont, alors pas tuer, mais en tout cas aveugler à main nue ce terrible homme qui avait donc tué le fils d'Hécube. Et même chose dans une autre pièce qui s'appelle Les Bacchantes, où le chœur de femmes, qui sont donc des bacchantes, qui sont sous l'emprise du vin et du dieu Dionysos, vont tuer celui qui ne croyait pas à Dionysos et le dépecer, et revenir avec les membres disloqués du corps de celui qu'elles ont dépecé. Donc vous avez des chœurs actifs, alors actifs pas forcément pour le meilleur, pas pacifiques du tout, mais néanmoins, elles prennent vraiment part à l'action. C'est-à-dire qu'on nous décrit toujours des sphères très étanches, la sphère du privé, la sphère du public, etc. Et on voit bien que dans les sociétés grecques, c'est pas si net. Ces bacchantes, elles vont à travers les rues, à travers les forêts, etc. Et voire même, elles peuvent tuer, démembrer, etc. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer d'abord, c'est ce paradoxe du théâtre grec. Et puis, ce que je voudrais vous montrer ensuite, encore sur le théâtre grec, donc je reste un peu avec ces tragédies-là, c'est qu'en plus, donc non seulement les chœurs sont essentiellement des chœurs de femmes, alors même que ça devrait être une représentation de la citoyenneté, or la citoyenneté athénienne normalement exclut les femmes, donc c'est un peu étrange. Non seulement donc il y a une représentation des femmes dans les chœurs, mais qui plus est, les femmes jouent un rôle de premier plan dans nombre de pièces. Alors je ne peux pas vous montrer dans toutes, j'aimerais bien, mais j'ai fait quelques petits choix. Mais notamment, par exemple, la toute première pièce tragique grecque retrouvée, donc la première pièce pour nous de notre histoire théâtrale européenne. La toute première pièce, elle s'appelle Les Perses. Donc on se dit les Perses, c'est pas un sujet féminin, et puis c'est un sujet masculin, collectif. Les Perses, c'est la première pièce d'Échille qui soit retrouvée, qui date de 472. Cette pièce-là est une pièce qui célèbre la victoire des Grecs sur les Perses. Donc les Perses, vous voyez, c'est l'Iran actuel, mais cet Iran actuel, il allait quasiment jusqu'à la Turquie actuelle. Et la Turquie actuelle est très proche de la Grèce actuelle, et de la Grèce antique également. Et il y a eu de nombreux conflits entre les Perses, l'Empire perse, qui était gigantesque et très puissant, et les différentes cités grecques. Les cités grecques vont être victorieuses dans une grande bataille navale, la bataille de Salamine, et Échille, dans son théâtre, puisque c'est un théâtre politique qui doit fédérer tout le corps politique, il va célébrer la victoire de Salamine. Mais il la célèbre d'une drôle de manière. Au lieu de montrer la victoire des Grecs, super content, façon équipe de France qui aurait gagné je ne sais quelle Coupe du Monde,
En gros, c'est ça, hein, c'est à peu près le même rôle, c'est-à-dire vraiment fédérer toute la société. Donc au lieu de dire « super, on est les champions », il se met du côté des Perses, du côté des vaincus. Et il montre ce qui se passe du côté de ceux qui ont perdu. C'est une autre façon de dire « on a gagné, regardez comment on les a écrasés ». Mais néanmoins, il le fait d'une manière très étrange, c'est qu'il le fait en représentant, pendant presque toute la pièce, uniquement la reine Atossa, ou Atosha. Elle est seule sur scène et elle se lamente parce qu'elle attend le retour de son fils qui est parti emmener les armées perses au devant des Grecs. Et ils ne reviennent pas et elle craint le pire. Et donc on est entièrement plongé dans cette première forme théâtrale, on est entièrement du côté d'une héroïne féminine et d'une héroïne féminine qui se lamente, dont on voit la douleur et dont on partage la douleur. Elle est face à un cœur, alors ça permet de montrer aussi la défaite, d'autant mieux la défaite des Perses. Elle est face à un cœur de vieillard complètement impotent, tout rabougri, qui de toute façon pas pu prendre part. En gros, c'est tous ceux qui ne sont pas allés à la guerre. Et ça vous montre effectivement un empire perse qui est en train de se défaire. Il n'y a plus que des vieux et des femmes, en gros. Mais ça vous montre une femme en premier plan. Donc c'est intéressant. La toute première pièce conservée, l'héroïne, quasiment centrale tout le long, c'est une femme, c'est Atosha. La deuxième pièce dont je voulais vous parler, c'est Antigone de Sophocle, qui est sans doute l'une des pièces les plus connues de l'Antiquité et l'une des pièces les plus connues de Sophocle, donc qui est considéré souvent comme le plus grand auteur tragique grec. Sophocle, dans Antigone, repart d'une histoire, là aussi légendaire, qui est celle du conflit entre deux frères ennemis. Les conflits entre frères ennemis, ça dégénère en guerre civile, et c'est le cas. Donc c'est ce que les Grecs redoutent le plus. Donc c'est pour ça que dans leur théâtre, ils font beaucoup de pièces sur la guerre civile, la guerre fratricide, parce que ce qu'ils veulent éviter, c'est de disparaître, de s'autodissoudre. Et c'est encore les grandes inquiétudes des sociétés actuelles. La société américaine, par exemple, aujourd'hui, elle est très inquiète des risques de guerre civile, d'une division tellement profonde que ça pourrait être la société américaine elle-même qui s'autodisloque. Les Grecs, eux, c'est leur hantise absolue. Donc ils ne cessent d'interroger la question de la guerre civile dans leur théâtre. Dans Antigone, deux frères, Éthéocle et Polynice, se sont disputés avec des troupes conséquentes, ils ne sont pas juste disputés tout seuls, mais avec des armées très conséquentes de chaque côté, le royaume de Thèbes. L'un et l'autre étaient censés se partager le pouvoir, et puis il y en a un qui refuse de céder le pouvoir à l'autre. Les deux s'entretuent sur les remparts de Thèbes et les armées des uns et des autres sont massacrées. Éthéocle et Polynice donc sont tués. Celui qui va prendre le pouvoir suite à cette guerre fratricide, c'est Créon. Créon prend le pouvoir, c'est l'oncle d'Éthéocle et Polynice, c'est aussi l'oncle de la sœur d'Éthéocle et Polynice, Antigone. Il prend le pouvoir et il décide que l'on va inhumer en grande pompe Éthéocle, qui était le roi de Thèbes précédent, et que Polynice, lui, on va abandonner son corps sur le sol au charognard, et qu'il n'aura pas le droit à des sépultures. D'accord ? Donc ça, c'est le point de départ de la pièce. Antigone, c'est la sœur. Et Antigone dit, c'est pas possible. C'est pas possible, mon frère mérite aussi des funérailles. Aucun de mes deux frères ne mérite, quel qu'il soit, d'être laissé comme une bête nauséabonde à l'abandon. Il doit avoir des funérailles dignes. Or, Créon a décidé de punir de mort quiconque essaierait de donner des funérailles dignes de ce nom au corps de Polynice laissé sur le champ de bataille. Antigone y va, au vu et au su de tout le monde. Et elle défie son oncle. Et toute la pièce va être sur ce conflit entre deux ordres. L'ordre de Créon, qui est l'ordre de la cité, des lois de la cité, qui veut maintenir la cité de Thèbes à peu près... il veut maintenir son unité. Donc lui, c'est au nom de cette unité de la cité qu'il édicte ce fait. Et Antigone, elle va, au nom des lois de la famille, des lois de l'honneur, etc., dire on ne peut pas, des lois des dieux, dire on ne peut pas laisser un corps humain sans sépulture, donc je vais m'occuper de mon frère. Et elle va le faire au vu et au su de tout le monde. Donc elle va s'exposer sur la place publique. Alors que sa sœur Ismène n'arrête pas de lui dire mais arrête, c'est hyper dangereux, mais arrête, tu vas nous faire avoir des ennuis, mais fais pas ça par pitié. Antigone y va. Et donc c'est un conflit, un véritable conflit tragique, qui est un conflit aussi de genre, qui est un conflit entre deux espaces. L'espace privé, l'espace de la famille, l'espace public, celui de la loi, celui de l'unité de la cité, etc. Et je vous ai mis donc une toute petite citation d'Antigone, mais c'est une pièce magnifique, toujours extrêmement belle.
Donc Créon, on vient d'apporter, les soldats viennent d'apporter Antigone devant Créon en lui disant bah, ça y est, on a trouvé celle qui tente d'inhumer le corps de Polynice, c'est elle, votre nièce. Ils sont un petit peu gênés. Créon rentre dans une fureur pas possible parce que c'est non seulement sa nièce, mais en plus elle est fiancée à son fils. C'est pas terrible. Ça va poser problème. Et donc il s'emporte, et voici notamment ce qu'il dit. Celle-ci savait parfaitement ce qu'elle faisait quand elle s'est mise au-dessus de la loi. Son forfait accompli, elle pêche une seconde fois par outrecuidance, lorsqu'elle s'en fait gloire et sourit à son œuvre. Donc 2 crimes. D'abord, elle ne respecte pas la loi, donc pour cela elle doit être punie. Il y avait une loi qui punissait de mort quiconque s'occuperait du corps de Polynice, elle l'a fait. Mais en plus, elle l'avoue publiquement. Et ça, c'est interdit à une femme. Une femme doit être discrète, réservée. Elle doit rester dans les appartements des femmes. Elle ne doit pas être sur la place publique. Là, elle se retrouve au milieu du palais devant tout le monde. Donc elle pêche une seconde fois par outrecuidance lorsqu'elle s'en fait gloire et sourit à son œuvre. En vérité, de nous deux, ce serait elle qui serait l'homme si je la laissais triompher impunément. Bref, elle fait vaciller l'équilibre, pas seulement du public, du privé, de blablabla, mais elle fait vaciller l'agencement des sexes, le partage des genres. Si elle commence à prendre toute cette place, elle devient un homme, elle prend ma place. Une femme qui peut publiquement dire « je suis au-dessus des lois, je me fiche des lois et je le dis à tous », bah, elle devient comme un homme, comme un rebelle, elle prend une place politique et elle me menace. Et Créon le sent bien, c'est une déstabilisation aussi de l'agencement, de la répartition des rôles qui doivent être très sexués. Alors qu'Antigone, elle ne réplique pas sur ce terrain-là. Il n'y a pas de honte à honorer ceux de notre sang, dit-elle, et elle va faire valoir ses raisons. Donc ça, c'est une autre pièce. Si vous la lisiez, vous verriez à quel point cette pièce, elle est travaillée par cette idée de la différence des sexes, de quelle place doit aller pour quel sexe, qui doit faire quoi, de manière extrêmement profonde. Et c'est tellement une pièce importante que pour la philosophie allemande notamment, et chez Hegel dans son esthétique, Antigone, c'est la quintessence de la tragédie. Quand on veut étudier une tragédie pour montrer ce que c'est qu'une tragédie, on prend Antigone, parce qu'elle permet de tout montrer. Mais ce qui est étonnant, évidemment, c'est que Hegel montre très bien l'opposition de 2 raisons qui ont chacune le droit pour elles, mais ces 2 raisons néanmoins contradictoires, et que c'est l'essence de la tragédie, mais sans s'arrêter sur ce fait un peu étonnant qui est celui de l'opposition entre les 2 genres constitués par Créon et par Antigone, et cette opposition des genres qui est explicitement dite. Ce serait elle qui serait l'homme si je la laissais triompher impunément, si je ne mettais pas fin à ses agissements. Donc voilà pour ce qui est de la tragédie. Et dernier petit arrêt encore dans le monde antique, c'est chez Aristophane. Aristophane, lui, c'est plus un auteur tragique, c'est le premier auteur comique. Il est l'auteur d'un certain nombre de comédies, 11 comédies retrouvées. Dans les 8 comédies dont je ne parlerai pas, il n'y a quasiment aucun rôle féminin. La question des femmes n'y est pas développée, mais néanmoins, il est l'auteur de 3 comédies assez étonnantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler un peu d'Aristophane. Ouais. Vous connaissez Lysistrata, qui est la plus connue? Ouais. Donc, non, pas forcément. Je résume, enfin, c'est résumé un peu sur la diapositive, mais je résume un petit peu. Donc, dans Lysistrata, les Grecs sont hantés par la guerre civile, et il faut dire qu'il y a de quoi, parce qu'ils n'ont pas arrêté, entre villes, de se faire la guerre, notamment entre Sparte et Athènes. Donc, la guerre entre les Grecs connaissent bien. Le Lysistrata, c'est une pièce donc, qui commence quand il y a la guerre depuis très très longtemps entre Lacédémone, Sparte, et Athènes et d'autres cités. Et cette guerre n'en finit plus, les hommes ne sont plus à la maison et les femmes, à Athènes, mais d'autres, n'en peuvent plus. Parce que c'est la guerre permanente. Lysistrata, l'une d'entre elles, Lysistrata, ça veut dire, elle a été traduite, son nom a été traduit dans une des traductions par démobilisette, celle qui mobilise, celle qui est une sorte de passionnariat qui mobilise les gens politiquement. Donc Lysistrata, elle n'en peut plus de cette situation et elle décide de convoquer plein de femmes de plein de cités différentes pour leur dire « bon, c'est à nous d'arrêter la guerre, c'est à nous de faire quelque chose ». Comment faire pour arrêter la guerre? D'abord, elles vont à l'Acropole. L'Acropole, c'est le siège politique d'Athènes, c'est le siège des hommes, mais là, de toute façon, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des vieillards. Donc, elles n'ont pas de mal à prendre la place parce qu'ils sont vraiment tous bien faibles, il n'y a plus aucun homme vaillant qui tienne. Donc, elles prennent la place à l'Acropole et elles délibèrent pour savoir comment faire. Lysistrata a une idée. C'est la petite citation. « Nous devons, femmes, si nous voulons réduire nos hommes à faire la peine, nous priver… » De quoi? Explique. Le ferez-vous donc?
Nous le ferons, dût-il nous en coûter la vie. Eh bien, nous devons nous priver de verge. Pourquoi me tournez-vous le dos? Où allez-vous? Pourquoi faites-vous la grimace? Je ne saurais le faire, que la guerre aille son train. Bref, grève du sexe. C'est la première grève du sexe proposée, et c'est un outil politique qui a été réutilisé depuis. Ça a été utilisé au Kenya par une femme notamment qui est devenue prix Nobel de la paix pour cela, qui pour arrêter un conflit au tout début des années 2000 a instauré une grève du sexe. Mais il y a eu des grèves du sexe aux États-Unis pour voter pour les femmes qui étaient démocrates et qui ne voulaient pas que leur mari vote républicain. Trump ont pratiqué des grèves du sexe, etc. C'est une arme politique des femmes, celle de se refuser à leurs époux. Là, c'est la première. Et donc toute la pièce est extrêmement drôle, mais évidemment pas donnée à lire à des enfants, quoi. Toute la pièce est très très drôle parce que donc les maris qui reviennent, qui pour une permission, etc. Ils n'ont plus le droit à rien, et donc à force de frustration, ils vont décider de faire l'appel. Donc c'est une victoire féminine. Alors c'est évidemment une comédie, utopique, et beaucoup de commentateurs à l'époque ont dit mais c'est une pure comédie, c'est une farce complète. C'est une farce complète, mais néanmoins, c'est une farce qui montre des femmes qui prennent le pouvoir et qui trouvent des armes qui sont les leurs. Et puis, c'est une comédie, certes, c'est une utopie sans doute, mais Aristophane n'en a pas écrit une, mais il en a écrit trois. 3 pièces où des femmes prennent le pouvoir et jugent le monde masculin. Donc, dans la première, elles arrêtent la guerre, et elles promeuvent la paix grâce à la grève du sexe. Dans la deuxième pièce, les thesmophories, elles se réunissent alors dans un endroit qui était un endroit prévu pour les réunions de femmes, les thesmophores, à Athènes, et elles vont juger le tragique Euripide qu'elles trouvent beaucoup trop misogyne. Comme Euripide est très lâche en plus, parce que Aristophane est un ennemi d'Euripide, il le montre super lâche, Euripide ne se présente pas à ce procès, mais envoie un vague membre de sa famille le représenter à sa place, lequel se fait d'abord passer pour une femme, essaie de tout un tas de subterfuges. Donc c'est une pièce assez drôle. Mais il y a surtout la dernière qui s'appelle l'Assemblée des femmes, qui est une des dernières pièces d'Aristophane, où là, c'est une pièce extrêmement drôle sur le travestissement. Praxagora a décidé de réunir toutes les femmes d'Athènes et de prendre le pouvoir à l'Acropole une nouvelle fois. Pour pouvoir prendre le pouvoir à l'Acropole, il faut être arrivé, c'est un jour de réunion de tous les citoyens, hommes, puisque les citoyens de toute façon c'est des hommes, à Athènes. Ce jour-là, elles se lèvent super tôt, elles enfilent les toges de leur mari, elles prennent leurs grosses chaussures et elles se déguisent aussi avec des barbes postiches, des moustaches postiches, elles se déguisent en hommes. Et elles prennent l'Acropole. Les maris se réveillent après, ils ne savaient pas du tout ce plan, ils se réveillent après et ça commence par une scène assez drôle où c'est 2 hommes qui veulent aller aux toilettes publiques, aux latrines publiques et qui se retrouvent à ne pas trouver leurs chaussures, ils sont obligés d'y aller avec des petits souliers de femmes, avec les peignoirs de leurs femmes, Donc ils sont super mal habillés, se retrouvent aux latrines publiques, tous les deux à se dire « mais pourquoi t'es habillée comme ça et toi, toi pareil ?» Je sais pas, je trouve plus mes affaires, tout m'a été pris. Donc ça commence de manière évidemment très comique. Les femmes prennent le pouvoir et alors là, elles décident carrément une utopie absolue, c'est l'égalité absolue et le communisme absolu. Tout devient commun. Tous les biens que l'on peut avoir. Il n'y a plus de mariage, l'institution du mariage est démontée. On n'a que des unions libres, etc. C'est une pièce qui est à la fois très drôle, mais qui se termine par un immense banquet public où chacun a mis en commun tout ce qu'il a. Et voilà. Donc une sorte de communisme intégral avant l'heure. Donc ce que je voulais vous montrer là, avec toutes ces pièces de l'Antiquité, et il y en aurait bien d'autres très très intéressantes à étudier, c'est qu'alors même qu'elles sont fondées sur l'interdit de la présence des femmes, elles ne font que poser la question des femmes. Et elles ne posent pas juste la question des femmes comme personnages importants. C'est pas juste certains personnages importants aux côtés d'autres personnages importants. Vous le voyez avec les pièces d'Aristophane, elles posent la question de la place politique des femmes, de quel rôle elles peuvent avoir politiquement, alors même qu'elles sont politiquement exclues. Le théâtre invente la possibilité qu'elles ne le soient pas du tout. Donc ça me semble être vraiment intéressant parce que ça vous montre une sorte de paradoxe sur lequel se fonde non seulement le théâtre européen, mais sur lequel se fondent les sociétés européennes. On est les héritiers de la démocratie athénienne en partie, et puis aussi de la République romaine. Et cette démocratie athénienne, elle se pose la question de la place des femmes, et pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, la question de la représentativité des femmes dans les institutions politiques, elle est encore au cœur de nos interrogations. Donc c'est pas seulement une question qui serait purement une question de littéraire ou purement une question de théâtre,
c'est une question aussi plus large que le théâtre dans ses origines pose et nous pose encore à nous aujourd'hui. Ça pose une véritable question politique. Quelle place les sociétés sont-elles prêtes à accorder aux femmes? Quelle place peuvent-elles avoir ou pas? Alors, cette place, au théâtre en tout cas, elles vont la conquérir avant les droits politiques. Et c'est ça que je voudrais vous montrer donc dans une deuxième partie. Ça va? C'est pas trop fatigant, tout va bien? On continue? Sinon on arrête, hein, puis voilà, si vous en pouviez plus. Donc deuxième partie, et j'essaierai de finir, de laisser un peu de temps pour d'éventuelles questions, hein, si jamais vous vouliez en poser. Donc deuxième partie, la constitution quand même de formes féminines de théâtre, et notamment, alors je ne vais pas aller du côté des actrices, je ne connais pas très bien encore cela, mais plutôt du côté des autrices, des premières autrices. Et j'utilise ce terme d'autrice, bon, avec des guillemets, mais il n'y a plus besoin, je pense que vous pouvez l'utiliser facilement, ce mot-là, mais ça ne fait pas longtemps qu'on l'utilise facilement en français. C'est un mot qui se répand aujourd'hui, mais qui a une histoire très récente. Même il y a 10 ans, le mot d'autrice n'était pas du tout aussi courant. Aujourd'hui, il l'est devenu. Et ce mot autrice, il a une histoire un peu amusante, c'est que c'est un mot alors, qui vient du bas latin auctrix, qui n'était pas très utilisé, hein, qu'on trouve seulement chez un auteur, etc., mais qui est apparu en français, alors d'abord au XVIe siècle pour désigner les femmes reines, les reines qui étaient autrices de paix. Donc c'était d'abord un titre qu'on accordait à certaines reines qui favorisaient la paix plutôt que la guerre, mais c'est surtout au XVIIe siècle que le terme d'autrice s'est répandu en français pour les contes d'auteurs au théâtre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la sonnerie des cours? D'accord, bon, je la laisse. Elle dure longtemps? Elle est finie. Donc, autrice, c'est un mot qui apparaît au XVIIe siècle vraiment en français pour désigner, qui apparaît dans les contrats de théâtre, pour rémunérer les femmes auteurs de théâtre. D'accord? Donc, il y avait les contrats d'auteur et les contrats d'autrice. La part d'auteur, d'accord, les droits d'auteur actuels, quoi, si vous voulez, que donnaient les théâtres pour les auteurs dramatiques et la part d'autrice pour les autrices dramatiques. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que ce terme d'autrice qu'on emploie aujourd'hui très couramment pour les autrices de n'importe quel genre, c'est d'abord un terme qui vient du théâtre et qui a été remis en selle par une metteuse en scène et également essayiste de théâtre qui est Aurore Évin, qui a fait tout un énorme travail, alors notamment pour créer les Journées du matrimoine, que vous connaissez peut-être à côté des Journées du patrimoine, pour essayer de dire que patrimoine, c'est pater, c'est le père, et ça veut dire un héritage masculin. Elle a essayé de dire il y a un héritage féminin aussi qu'il faut savoir remettre en lumière. Et puis, donc, à côté de cette idée du matrimoine, c'est elle qui a fait ses recherches sur le thème d'autrice, hein, toute la petite généalogie que je vous fais du mot, elle vient d'elle, hein, c'est pas moi qui l'ai retrouvée, c'est elle, Aurore Évin. Et donc, elle milite pour qu'on utilise ce terme qui est toujours récusé par l'Académie française, mais bon, l'Académie française, elle est là pour être un peu conservatrice et très très lente à enregistrer des changements. Mais donc ce terme d'autrice, c'est intéressant, c'est qu'il vient en quelque sorte rendre compte de ce qu'au XVIIe siècle, il y a pas mal de femmes qui écrivent du théâtre, que c'est devenu une monnaie courante. C'est devenu une monnaie courante, mais c'est relativement récent dans l'histoire du théâtre. Donc dans l'histoire du théâtre grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas de femmes qui écrivent, pas de femmes en scène, pas de femmes dans le public. À l'époque romaine, non plus. Il n'y a pas de dramaturge et voilà, il n'y a pas de femmes non plus dans le monde du théâtre. Pour ce qui est du premier Moyen-Âge, de toute façon, on n'a aucune source écrite et très peu de sources sur l'histoire des premiers siècles, en gros du 4e au 10e siècle. Par exemple, en France, il n'y a quasiment aucun écrit. On ne connaît à peu près rien de l'histoire, il ne nous est quasiment rien resté de la société gauloise, etc. et de la société gallo-romaine. La première femme autrice, c'est Roswitha de Gandersheim. C'est le premier nom qu'on ait. Donc c'est une autrice du Xe siècle. Elle est allemande, hein, elle vient de Basse-Saxe, de la ville de Gandersheim, et elle apparaît vraiment comme une pionnière. Elle écrit donc en latin. Elle est, mère abbesse du couvent de Gandersheim, donc elle a une stature, où religieuse, c'est une femme de pouvoir, hein. Elle tient un couvent, mais elle écrit des pièces qu'elle fait jouer
aux religieuses de son couvent devant un public que l'on pense avoir été mixte. Donc c'est assez étonnant, c'est que c'est à la fois la première autrice que l'on ait conservée, première femme qui écrive des pièces, et surtout première metteuse en scène et a sans doute dirigé une troupe féminine de religieuses devant des publics mixtes composés de religieux qui venaient voir ces pièces. Et ces pièces, alors je vous ai mis 3 titres de ces pièces les plus intéressantes. On peut les trouver facilement sur Gallica, qui est le site de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. On peut trouver des versions publiques de ces pièces-là. Elles sont très courtes, c'est genre 6-7 pages chaque pièce. Donc si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Donc c'est des pièces qui n'ont pas été rééditées aussi, si jamais vous voulez faire œuvre d'éditeur, je ne sais pas. Donc elles sont dans des versions du 19e. Donc il y a Abraham, Dulcissus et Callimaque qui, à mon sens, sont les plus intéressantes des pièces qu'elle a écrites. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est des pièces qui sont alors un peu, évidemment, des pièces religieuses, mais qui sont des pièces religieuses relativement étonnantes. Elles s'inspirent un peu des auteurs latins qu'elle a pu lire, Roswitha, mais elle crée des sujets tout nouveaux. Dans Abraham, par exemple, je vous donne juste des tout petits résumés, puis si ça vous intéresse, vous pourrez aller la lire. Dans Abraham, par exemple, c'est pas du tout Abraham, le vieux fondateur du judaïsme, etc., dont il est question, mais Abraham est un saint homme qui élève depuis sa plus tendre enfance sa nièce qui est orpheline, qui s'appelle Marie, et cette nièce, à 20 ans, alors qu'il est élevé dans les principes religieux les plus stricts, elle est séduite par un jeune homme, elle s'enfuit avec lui. Elle s'enfuit avec lui, mais évidemment, lui, il l'abandonne très vite et il ne l'épouse pas. Abraham s'inquiète du sort de Marie, qu'il va retrouver dans une maison de prostitution. Il va se faire passer d'abord pour un client de cette maison de prostitution, pour pouvoir accéder à cette jeune fille, sa nièce, et la faire revenir dans le droit chemin. Mais donc, donc ça c'est un exemple. Dans Callimaque, c'est l'histoire d'un Romain qui est éperdument amoureux d'une Romaine qui s'est convertie au christianisme, mais elle est mariée, etc. Et lui, il est tellement amoureux d'elle qu'il veut la violer par tous les moyens possibles et imaginables. Heureusement, dans un sens chrétien, elle meurt avant qu'il ne la viole. Donc elle échappe une première fois au viol, mais il est tellement épris d'elle qu'il veut la violer post-mortem et qu'il soudoie, c'est horrible, il soudoie le gardien du cimetière qui lui dit « Oui, elle est par là, elle est toute belle, elle est encore plus belle que quand elle était vivante, vas-y ». Heureusement, donc c'est des pièces très religieuses néanmoins, donc il y a du merveilleux chrétien qui intervient, Dieu arrive et arrête tout ça quand même, on n'assiste pas au pire. Donc il arrête tout ça, et le méchant romain comprend à quel point il s'est fourvoyé, il meurt saintement finalement, et puis elle est ressuscitée par Dieu, n'hésite pas à la ressusciter sur scène. Mais néanmoins, à chaque fois, et elle le dit elle-même, Roswitha, elle se définit comme la voix forte de Gandersheim, elle est une voix forte et elle est une voix qui veut mettre à chaque fois en scène une chose, c'est la brutalité des hommes face aux femmes. L'abandon, une jeune fille naïve enlevée par un jeune homme et abandonnée et obligée de se prostituer pour pouvoir survivre. Une autre qui est la proie des désirs incontrôlables d'un jeune homme trop passionné, etc. Elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle dit vouloir mettre en scène dans ses pièces, c'est la brutalité masculine et la montrer sur scène. Donc c'est des spectacles assez étonnants. Dans un couvent du Xe siècle, on ne s'attend pas forcément à ça. Chez la toute première créatrice. Alors, au Moyen-Âge, on ne sait pas ce qui se passe tellement du côté des femmes. Il y a pas mal de poétesses, de romancières femmes, mais on ne connaît pas véritablement de dramaturge au Moyen-Âge. Mais par contre, à partir du XVIIe siècle, on assiste là à une éclosion alors il y en a déjà au XVIe, mais vraiment au XVIIe, une éclosion de grandes autrices. Je vous ai mis toute une liste, c'est peut-être écrit trop petit de toute façon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que j'ai des sources et que je raconte pas n'importe quoi, je vais aller vite. Mais en gros, le XVIIe siècle, vous le connaissez, vous l'avez forcément étudié au collège et surtout au lycée, et on vous l'a présenté comme le grand siècle. Il y a une critique féministe américaine qui a dit c'est le grand siècle, oui, mais c'est le grand siècle des femmes. Or, si vous réfléchissez, vous avez étudié des pièces de théâtre du XVIIe, c'est sûr. Vous connaissez au moins le nom de au moins 3 grands auteurs de théâtre français du XVIIe. C'est les noms les plus connus, c'est même peut-être les seuls auteurs de théâtre que vous ayez peut-être étudiés.
Ce serait qui, est-ce que vous voyez? Ouais. Corneille. Bon, si vous êtes bons yeux, ils sont en plus un peu sur le tableau. Mais... Non, mais n'ayez pas de bons yeux, c'était une blague, c'est pas pour que vous... Corneille, vous pensiez à Racine, Corneille, Racine, et puis du côté de la comédie, Molière. Vous avez forcément étudié. Et on vous a dit, le XVIIe siècle français, le siècle classique, Racine, Corneille. Un nom de femme? Aucun. Alors qu'il y a plein de femmes qui écrivent à ce moment-là. Et il y a plein de femmes qui, non seulement elles écrivent, bon, bah, très bien, mais elles ne font pas que écrire, elles sont jouées, elles sont représentées à la cour du roi, à la cour de Louis XIV. C'est le cas, par exemple, donc je vous ai mis quelque part, Madame de Villedieu, qui joue le favori, qui fait jouer le favori, sa pièce qu'elle a écrite par la troupe de Molière, avec au Palais Royal devant le roi. Elle le fait jouer aussi à Versailles. Vous avez donc des grandes dramaturges, Madame de Villedieu et d'autres. Leurs pièces sont tellement jouées qu'elles entrent au répertoire de la Comédie Française. Vous avez 5 autrices dramatiques du XVIIe siècle qui entrent au répertoire de leur vivant à la Comédie Française. La Comédie Française, je pense que vous voyez un peu. Ouais. Donc ça continue à être aujourd'hui le lieu du sacre du théâtre. C'est-à-dire que si vous entrez au répertoire de la Comédie Française, là ça veut dire ça y est, c'est bon. Le Nobel de littérature, c'est plus très loin, ou quasiment. C'est vraiment une instance de légitimation du théâtre. Et d'ailleurs, la Comédie Française, on la connaît même plutôt comme quelque chose qui va montrer des classiques plutôt que des contemporains. Même si elle peut montrer un peu de contemporain, en gros, c'est un théâtre classique qui rejoue le répertoire classique. L'entrée au répertoire, c'est vraiment une façon de vous transformer en classique. Là, il y en a 5 de leur vivant au XVIIe qui rentrent, 5 femmes. Au XXe siècle, combien de femmes rentrent à la Comédie Française? 5 aussi. Et seulement dans la première moitié du XXe siècle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, plus aucune femme n'y rentre. Donc c'est vous dire... alors que le nombre de femmes qui écrivent du théâtre en France au XXe siècle n'a rien à voir avec l'Ancien Régime. En gros, l'Ancien Régime, donc c'est la période qui va de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. On a répertorié environ 150 autrices dramatiques sur donc plus de 3 siècles, d'accord? C'est pas beaucoup, c'est pas mal parce qu'on en avait 0 au départ, mais c'est pas énorme. Au XXe siècle seulement, sur un seul siècle, il y en a 2000. D'accord? Donc sur 50 autrices dramatiques au XVIIe, il y en a 5 qui rentrent à la Comédie Française, ça fait un beau ratio de 10%. D'accord? Sur 2000 au XXe siècle, il n'y en a que 5 aussi. Ça ne fait pas un beau ratio. D'accord? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des siècles plus ou moins propices. Mais donc en gros, au XVIIe siècle, c'est vraiment le moment non seulement de la rénovation du théâtre classique français que vous connaissez par cœur, ou vous avez en tout cas plus que vu avec Racine, Corneille, Molière, mais en fait, c'est aussi les femmes. C'est énormément les femmes, et énormément de femmes très importantes. Alors, j'aurais plein à dire, mais je ne vais pas trop monopoliser quand même, si on veut avoir le temps de se dire d'autres choses après. Mais donc voilà, sachez qu'en tout cas, le XVIIe siècle, c'est aussi un siècle des femmes. Et c'est vraiment le début de la consécration des autrices dramatiques. Ça va aller jusque une figure, alors vraiment magistrale. Alors là, je saute dans le temps, c'est pas une histoire très linéaire que je vous fais, mais à grands pas. Jusqu'à une artiste absolue, c'est Sarah Bernhardt, que vous connaissez peut-être. Ça vous dit rien? Oui, un peu. Sarah Bernhardt, donc là, vous la voyez photographiée par Nadar, qui est le grand photographe des célébrités du XIXe siècle. Elle est photographiée en 1859, quand elle a donc 15 ans. D'accord? Elle est née en 1844. Elle a 15 ans, elle n'est rien, enfin je ne veux pas dire qu'elle n'est rien, mais elle est comme vous à 15 ans, c'est-à-dire qu'elle n'a pas moyen d'être encore connue. Mais sa mère a l'idée qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de la petite Sarah, et donc elle décide de la lancer en la faisant photographier par le plus grand des photographes. Et elle la lance sur la scène théâtrale. Donc très vite, Sarah Bernhardt va devenir d'abord une grande comédienne, une comédienne d'abord de second petit rôle, puis très vite de grand rôle. Elle a des capacités incroyables, dramatiquement parlant, de jeu, de voix, de port. Elle est assez grande et très élancée, très fine. Alors ça se voit pas trop sur les photos, mais c'est ce que tout le monde dit à l'époque. Peut-être que les critères de la finesse n'étaient pas... Elle n'est pas grosse, mais... Elle n'est pas anorexique, mais donc voilà, elle est vraiment vue comme une sacrée comédienne, mais elle est plus que ça. C'est vraiment une artiste totale parce qu'elle va tout faire. Elle va donc, sa mère a commencé à assurer sa promotion avant même qu'elle n'ait rien fait. Elle n'avait même pas encore étudié le théâtre, que déjà il y avait des beaux portraits d'elle. Mais une fois qu'elle est un peu connue, elle adore se mettre en scène. Donc là, elle est dans son cercueil, mais elle n'est pas morte, n'ayez crainte. Sarah Bernhardt dans son cercueil parce qu'elle dit qu'elle dort dans un cercueil.
Bon, c'est sans doute une légende, mais elle fabrique la légende, et ce type de photos, c'est des cartes postales hyper couramment vendues à l'époque, ou qui la représentent donc dormant, comme Ophélie morte dans Hamlet, dormant dans son cercueil. Donc elle est vraiment une sorte de première promotrice aussi de son image. Elle fabrique plein d'images, vous allez le voir. Elle est aussi directrice de théâtre, très vite. Pour pouvoir jouer comme elle le veut, elle dirige successivement le théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, qui existe toujours, et le théâtre de la Renaissance. C'est 2 théâtres qui existent toujours. Et elle finit sa carrière au théâtre Sarah Bernard, qui va porter son nom. C'était le théâtre des Nations. Elle l'inaugure en 1899 et il va prendre son nom. C'est aujourd'hui le théâtre de la ville Sarah Bernard à Paris, place du Châtelet, qui a repris le nom de Sarah Bernard il y a très peu de mois, qui s'est longtemps appelé Théâtre de la Ville et qui maintenant s'appelle le Théâtre de la Ville Sarah Bernard. Au pied du théâtre, vous avez le café Sarah Bernard, enfin bref, c'est la star absolue. Donc elle dirige des théâtres, fin 19e, début 20e. Elle est sculptrice, donc là on la voit sculpter le buste d'Edmond Rostand, c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac. Ça c'est sur son vieillage, mais elle fait des sculptures aussi très étonnantes, des bronzes, bref, elle fait tout. Elle design ses costumes, elle joue les plus grands rôles. Donc là, vous la voyez jouer Lady Macbeth, photographiée par Nadar, mais aussi dans des représentations de Phèdre. D'autres grands rôles dans des pièces beaucoup moins connues, mais pour lesquelles elle fait les plans, enfin pas les plans, mais les dessins de ses costumes. Elle dessine aussi les décors, elle participe à la conception des décors, elle participe à la mise en scène, elle fait tout. Donc elle joue plein de grands rôles. Mais ce qui est le plus intéressant avec Sarah Bernard, enfin pour nous, pour notre discours, donc c'est vraiment là un moment assez incroyable, c'est que donc elle est partout, elle est vraiment une star internationale, elle fait des tournées dans le monde entier, jusqu'en Australie, d'accord ? Elle va partout, c'est une des premières stars mondiales, si vous voulez. Et cette star mondiale, non seulement elle fait tous les grands rôles des tragédies classiques, des drames modernes, mais elle joue plein de rôles masculins. Et pas des moindres. Hamlet, vous l'avez peut-être jamais lu, mais vous savez que ça existe. Hamlet de Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question. Vous connaissez forcément ce genre de phrase-là. Hamlet, c'est un jeune homme, un jeune fils d'un roi du Danemark. Et bien, son rôle, elle le joue. Et là, vous le voyez donc dans 2 figurations. Une photographie. Et puis à côté, je vous ai mis aussi l'affiche. Elle fait faire ses affiches par un dessinateur pragois, un dessinateur tchèque qui s'appelle Moucha et qui va produire des affiches qui ont un succès considérable. Je pense que ce style un peu art nouveau, vous devez le connaître, surtout à Nancy, vous le connaissez forcément un peu bien. Vous voyez toute la graphie qui est utilisée, tous les motifs floraux, etc. C'est avec Sarah Bernard qui va faire que Moucha, cet artiste pragois, va faire vraiment sa publicité. Il va faire la publicité à la fois de Sarah Bernard et de lui-même. Donc Sarah Bernard, elle choisit des rôles d'hommes et elle s'en explique. Donc là, je vous ai mis un petit extrait d'un ouvrage assez intéressant qu'elle a écrit à la fin de sa vie, qui sont des conseils aux comédiens et comédiennes apprentis. Donc l'art du théâtre, la voix, le geste, la prononciation, où elle répond elle-même à la question qu'elle se pose, pourquoi j'ai joué des rôles d'hommes ? On m'a souvent demandé pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes, et en particulier pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélia. Ophélia, c'est la fiancée d'Hamlet qui se suicide dans la rivière par dépit. En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté, entre tous, parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé, et cependant le plus simple pour l'unité de son rêve. Donc voilà, elle va jouer énormément de rôles d'hommes, sans que cela pose aucun problème au public de l'époque. D'accord ? Personne ne se dit « oulala, c'est une femme qu'outrepasse ». Là, vous voyez qu'on a quand même bien changé. Depuis la Grèce antique, où il n'y a pas une femme ni dans la salle ni sur la scène, là, on a une femme qui tient tous les rôles. De directrice de théâtre, de metteuse en scène, dramaturge, enfin tout, parce qu'elle écrit des pièces, bon, qui ne sont pas terribles, mais en tout cas, elle a écrit des pièces, d'actrice, tout, elle fait tout. Et elle prend des rôles d'hommes. Et pas n'importe quel rôle d'homme, les plus grands rôles d'hommes. Ou des moindres rôles d'hommes, mais qui sont assez étonnants. Là, en Pierrot assassin, une pièce de l'époque de Jean Richepin, prise par le fils du premier Nadar. Là, dans Lorenzaccio de Musset, peut-être une pièce romantique que vous connaissez aussi, que vous avez peut-être pu étudier, je ne sais pas. Donc là, vous la voyez dans le Lorenzaccio, donc c'est aussi un des grands monuments du théâtre français, avec encore sur la droite une représentation, enfin l'affiche par Moucha. Et puis surtout, alors son plus grand rôle,
le grand rôle qui sera donné à Sarah Bernhardt et qui a été écrit pour elle par Edmond Rostand, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Edmond Rostand, vous le connaissez surtout pour sa pièce Cyrano de Bergerac, mais il a écrit une autre pièce qui s'appelle L'Aiglon, qui est une pièce qui va être donnée en 1900. Et cette pièce, L'Aiglon, revient sur le fils de Napoléon, le fils donc surnommé L'Aiglon, qui vit en exil à la cour d'Autriche, qui a un destin tragique, qui meurt très jeune. Ce rôle de L'Aiglon, c'est elle qui va le jouer. Rostand écrit pour Sarah Bernhardt et pour qu'elle joue le rôle du fils de Napoléon. Donc là, vous voyez plusieurs représentations. À ce moment-là, donc c'est un tout jeune homme, L'Aiglon, puisqu'il meurt à une vingtaine d'années, à 22 ans, quelque chose comme ça. À ce moment-là, elle a 56 ans. Donc elle a 56 ans et elle est choisie, on écrit pour elle le rôle d'un jeune homme de 22 ans. Et donc c'est assez étonnant parce que c'est un de ses plus grands succès. Donc là, il y a non seulement la barrière du genre qui est complètement outrepassée, mais aussi la barrière de l'âge. C'est-à-dire et c'est un succès invraisemblable. Comme vous le voyez, avec plein de petits billets différents, plein de représentations différentes, c'est le succès absolu de Sarah Bernhardt. Ce rôle à 56 ans, des femmes de théâtre aujourd'hui qui arrivent à jouer des rôles à 56 ans, il n'y en a pas tant que ça. Là, il est écrit pour elle alors qu'elle a 56 ans pour représenter un tout jeune homme. Et je vous ai mis juste une petite phrase d'un critique de l'époque, d'un journal très influent qui s'appelait Le Gaulois. « L'Aiglon, c'est Sarah Bernhardt et ça ne pouvait être qu'elle. Elle y est étonnante et admirable à la fois. Élégante, souple. Elle ne donne même pas la sensation d'un travesti tant elle s'est incorporée au personnage. » Donc on n'y pense plus. On ne pense plus que c'est Sarah Bernhardt. On ne pense plus que c'est une femme déjà un peu âgée. On voit le jeune homme. Elle s'est incorporée au personnage, comme une sorte d'acteur studio avant l'heure, de capacité de prendre tous les rôles. Donc c'est là, si vous voulez, on a accompli alors une longue trajectoire. Je vous ai fait 2500 ans en 1h15. Bon, voilà. Donc c'est évidemment très résumé et c'est évidemment pas du tout aussi linéaire que ça n'en a l'air. Mais la place, si vous voulez, de Sarah Bernhardt vous montre bien, enfin le rôle qu'elle peut prendre. Sarah Bernhardt vous montre bien voilà, une profonde transformation de la place des femmes dans le théâtre. Alors néanmoins, tout n'est pas. Enfin, je voudrais peut-être tirer non, peut-être pas tirer le petit bilan dès maintenant. Ce qui va être intéressant aussi, et là j'ai pas de diapo, mais c'est pas grave, il y en a eu beaucoup. Ce qui va être intéressant, c'est que tout le long du XXe siècle, donc les femmes là vont s'approprier beaucoup plus le théâtre. Et il y a des moments plus précis d'appropriation du théâtre par les femmes, et notamment dans les années 70. Les années 70, vous les connaissez comme sans doute des années d'émancipation sociale, sexuelle et intellectuelle dans le monde occidental. Et c'est notamment toute l'émergence d'un féminisme politique très fort dans les années 70, puis qui va ensuite être un peu étouffé et qui va revenir avec cette même ampleur qu'à partir de 2018 et de MeToo. Mais donc dans les années 70, vous avez un mouvement féministe qui est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, les années 70 sont vraiment un lieu d'éclosion d'un théâtre féministe, subversif, politique, dans toute cette partie-là de l'Occident. Parce que le théâtre garde encore, pour les féministes des années 70, elle garde encore l'idée que le théâtre peut être un lieu de transformation sociale, que montrer au théâtre, ça peut être il peut y avoir une puissance politique du théâtre. Et donc pour promouvoir les idées féministes, qui sont celles donc, de ces femmes des années 70, le théâtre peut être un objet, un lieu de transmission, un lieu de réflexion. Donc vous avez une éclosion incroyable de formes théâtrales, de groupes théâtraux, de pièces non mixtes, ou en mixité choisie, on dirait aujourd'hui, mais donc de pièces écrites uniquement par des femmes, jouées uniquement par des femmes, pour des publics parfois uniquement féminins, etc. Donc un véritable renversement de l'exclusion originaire, si vous voulez, et originelle du théâtre. Donc le théâtre est devenu en même temps un art qui a perdu de sa superbe. Enfin, je ne sais pas si vous vous destinez à travailler dans les théâtres, et si tel est le cas, je vous le souhaite, mais disons que le théâtre n'a plus du tout la place qu'il avait dans la société athénienne. On ne fait pas corps social en allant au théâtre.
C'est un spectacle réservé à une élite sociale, parce que souvent on estime que c'est un bien culturel qui coûte cher, parce qu'on estime qu'il faut être formé pour aller au théâtre, ce qui n'est pas vrai, mais on peut avoir cette impression. Mais en tout cas, le théâtre a complètement perdu aujourd'hui, ou beaucoup perdu, pour ce qui est des théâtres, en tout cas dans les espaces clos, le théâtre a beaucoup perdu de sa capacité à faire corps social. Et donc c'est ce qui est un peu triste, mais c'est l'histoire du féminisme est beaucoup faite de cela, c'est que les femmes se sont appropriées le théâtre à un moment où il a perdu de son importance politique et de son importance sociale. Mais c'est vrai d'à peu près tout, hein. À peu près tous les endroits où les femmes conquièrent des places, ce sont des endroits qui perdent par ailleurs de leur puissance sociale. Voilà. Donc je voulais dresser avec vous, pour terminer, une sorte de petit bilan. Sur aujourd'hui la place qu'occupent les femmes concrètement dans le théâtre. Aujourd'hui, donc, vous le voyez, hein, 25% des pièces qui sont jouées sont des pièces écrites par des femmes, ce qui est donc beaucoup mieux qu'avant, mais ce qui n'est pas non plus complètement, comment dire, ce qui n'est pas encore paritaire. S'agissant de la mise en scène, c'est un petit peu mieux aussi. Il y a de plus en plus de femmes metteuses en scène, donc 33% des pièces jouées sont mises en scène par des femmes, et c'est encore plus quand on regarde le théâtre jeune public, où on monte à 40%. Ce qui vous dit aussi une façon qu'ont les femmes de souvent se cantonner dans des genres mineurs ou un peu secondarisés ou un peu délaissés, voilà, qui ferait que les femmes auraient plus à voir avec les enfants que les hommes. Je vous ai mis aussi les petites statistiques pour que vous voyez un peu l'évolution du nombre de femmes écrivant du théâtre. Mais je vous l'avais déjà dit, donc je passe. Ce qui est intéressant aussi, à la Comédie Française, il y a 17 femmes en tout pendant tout l'Ancien Régime qui y rentrent, 13 femmes au XIXe siècle, donc sur un seul siècle et non plus 3, et 5 seulement au XXe siècle. Donc ce qui vous montre un hiatus et quelque chose d'assez étonnant, c'est comment certaines institutions sont devenues de plus en plus conservatrices. La Comédie Française, au XXe siècle, est devenue très conservatrice. Depuis 2002, il y a quelques femmes qui sont rentrées, mais ce n'est pas beaucoup. De même qu'il y a quelques auteurs étrangers, mais c'est très peu. La Comédie Française est à la fois une instance de légitimation, mais c'est vraiment une instance conservatrice de légitimation, qui fait rentrer très peu de femmes. Alors je vous ai mis une autre statistique, alors qui n'est pas non plus très reluisante, qui peut paraître moins intéressante, mais il me semble qu'elle est importante quand même, c'est la place qu'ont les femmes dans les dictionnaires de théâtre. Et les dictionnaires de théâtre, il y a notamment celui de Michel Corvin, qui a un dictionnaire universel du théâtre qui est génial, hein, qui a un super chouette dico de théâtre, qui brasse plein de traditions théâtrales du monde entier, qui est très intéressant. Dedans, il y a autant de femmes autrices de théâtre qui sont dans l'index que dans le dictionnaire du théâtre qui date d'avant la Révolution de Charles Mouy. 3%, c'est-à-dire presque rien. Donc ça, c'est... alors, on pourrait se dire, oui, bon, c'est des dicos, en même temps, personne ne les regarde. Mais c'est pas complètement faux. Pas complètement vrai, pardon. C'est que les dictionnaires de théâtre, c'est ceux que vos enseignants de théâtre, de culture théâtrale, c'est vos enseignants de français, de littérature, vont notamment consulter. Ça veut dire que nous, on n'est pas forcément tous des chercheurs en théâtre à savoir qui a fait quoi. Et si on se fie au dictionnaire, on n'a aucun accès nous-mêmes, donc ceux qui allons transmettre, enseigner dans les écoles de théâtre, dans les écoles tout court, dans les collèges, dans les lycées. S'il n'y a pas de femmes, on n'enseignera rien sur les femmes. Donc ça peut paraître anecdotique, mais ça a finalement aussi des incidences dans la reproduction de l'oubli d'un certain nombre de femmes. Donc voilà, les statistiques sont pas très bonnes, comme vous pouvez le voir, alors même que bien sûr, les femmes ont conquis une place, et Sarah Bernard était là pour montrer un peu l'acmé de cette place, une place très importante dans le monde du théâtre. Que faire, pour finir? J'ai mis 4 points qui me tiennent à cœur, et c'est vrai, du théâtre comme d'autres formes artistiques, pour essayer de contrebalancer cette minoration de la place des femmes au théâtre. La première, c'est d'établir les constats, de constater, donc de savoir où on en est, pour essayer de rétablir, alors notamment une histoire littéraire plus égalitaire et qui permette de montrer ce qui a été oublié, pourquoi et comment. Donc de faire le constat de l'oubli des femmes, ça c'est important. Donc là, c'est ce que j'ai fait en partie, tout en essayant de rétablir les choses. Là, donc, il y a notamment Martine Reid, qui est l'autrice, qui a dirigé un énorme ouvrage qui s'appelle Femmes et littérature, qui essaie de
de constater toutes les femmes qui ont quand même eu un rôle dans la littérature depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, dans la littérature française, mais pas seulement. Accuser, c'est montrer comment on a oublié les femmes, comment ça s'est construit l'oubli des femmes. J'en ai pas trop parlé, mais cet oubli des femmes, quand je vous ai dit il y en a 5 au XVIIe siècle qui rentrent à la Comédie Française, c'est en plus avec des pièces très intéressantes. Il y a Catherine Bernard notamment, qui est une autrice du XVIIe siècle qui est passionnante. Pourquoi est-ce qu'on les a oubliées ? Eh bien, c'est pas seulement qu'on les a oubliées parce que voilà, le temps passe et on n'a retenu que 3 noms, Corneille, Racine et Molière. On les a aussi oubliés parce qu'on a construit cet oubli, on a effacé leurs noms. C'est notamment le cas de Catherine Bernard qui avait écrit une pièce qui s'appelait Brutus et que le siècle suivant, Voltaire a complètement reprise, à peine réécrite, intitulée Brutus par Voltaire. Et quand on lui a dit « Non mais dites donc, c'est quasiment la même chose que le Brutus de Catherine Bernard il y a un siècle », il a fait « Ah non, non, mais de toute façon, c'est pas elle qui l'avait écrit, je pense que c'était Fontenelle. » Alors c'est vrai que je me suis inspirée de Fontenelle. Donc il l'efface par 2 fois. Non seulement il lui pique son bouquin, Voltaire, c'était une crapule. Vous pouvez peut-être aimer certains de ses textes, mais humainement, c'était vraiment une crapule. Donc, non seulement il pique le texte de Catherine Bernard, mais en plus, il dit, de toute façon, elle ne l'avait pas écrit. J'ai piqué le texte, mais ce n'était pas d'elle. Donc, deuxième effacement. C'était Fontenelle, et Fontenelle, lui, son nom, on ne l'a pas oublié. Enfin, si on est un peu spécialiste de la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, il y a eu une construction de cet oubli. Donc, il faut accuser et montrer comment c'est fait. Celle qui le fait véritablement très, très bien, celle que toutes les féministes, ou tous les féministes que vous êtes peut-être, doivent lire à un moment ou à un autre, c'est le texte de Virginia Woolf qui s'appelle « Une chambre à soi », qui est un très grand texte, un peu fondateur du féminisme moderne, donc où elle dit que pour que les femmes deviennent des artistes à l'égal des hommes, il faut qu'elles aient un revenu et un espace à elles, qu'elles arrêtent d'écrire dans la cuisine comme les sœurs Brontë, même si bon, les sœurs Brontë arrivent à écrire des trucs super dans la cuisine, mais qu'elles aient leur chambre à soi, leur espace à elles, quoi. Et elle imagine dans ce texte le destin de la petite sœur de Shakespeare, de William Shakespeare, qu'elle appelle Judith. Elle l'invente complètement, hein. On ne sait rien sur Shakespeare. D'ailleurs, Aurore Evin, dont je vous ai parlé avant, pense que Shakespeare n'a rien écrit de ce qu'on attribue à Shakespeare et que c'est une femme qui a tout écrit. Elle a fait tout un livre passionnant là-dessus et assez convaincant. Mais donc, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf imagine le sort de Judith, la petite sœur de William. Et Judith, elle l'imagine aussi douée que William, ayant autant envie d'aller à Londres pour faire du théâtre, aussi douée pour la comédie, ayant réussi à apprendre à lire, à écrire, et à plus que ça. Judith, elle arrive au théâtre. De toute façon, au théâtre, il n'y a pas de place pour les femmes. Le directeur du théâtre, à la porte duquel elle sonne, lui dit « Oui, je vais trouver un petit truc pour toi, on va arriver à faire quelque chose. » Mais enfin, en gros, tout ça, c'est pour la violer, lui faire un enfant, l'abandonner. Et Judith finit misérablement par mourir au coin d'une rue et n'a pas pu se faire une place. Donc elle imagine le sort de la sœur de Shakespeare en disant « C'était pas possible. Les conditions matérielles pendant longtemps pour que les femmes produisent des œuvres aussi importantes que les œuvres masculines ne sont pas réunies. » Et elle essaie vraiment d'accuser du coup cet ordre social qui empêche, qui freine la possibilité pour les femmes de produire. Néanmoins, on ne peut pas être que dans l'accusation, même si elle est importante, qu'il faut procéder à cette mise en accusation de tout un système qui a délégitimé les œuvres des femmes et la place des femmes, notamment au théâtre. Il faut aussi, donc troisième point, réhabiliter tout un tas de femmes. Il y a plein de textes à redécouvrir. J'ai essayé de vous en montrer quelques-uns. Ceux de Roswitha, par exemple, ne sont pas réédités. Voilà. Il y a des éditions à faire pour rendre les textes plus communs, pour pouvoir y avoir accès. Il y a plein de choses, par exemple dans le théâtre féministe des années 70, moi j'ai cherché, on ne trouve même pas, il y a plein d'autrices, il y a des noms qui apparaissent dans certains articles, des choses comme ça. On ne trouve rien sur Internet, mais rien de rien, même pas une ligne sur les autrices. Tout a disparu. Donc il y a des énormes travaux de réhabilitation en fait à faire, notamment ça passe par l'édition. Mais bon, l'édition, ça ne suffit pas, ça passe aussi par les mettre au programme des concours d'enseignement, parce que comme ça, les futurs profs, ils découvrent des auteurs et puis après, ils les enseignent éventuellement. Enfin voilà, il y a plein de travail à faire pour la réhabilitation. Et puis, il y a un autre travail que j'ai appelé déplacé, parce que je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est apprendre aussi à lire certaines de ces autrices. Toute votre scolarité, on vous a appris, que vous ayez aimé ou pas, à lire Molière, alors que la langue de Molière, c'est quand même pas facile, hein. On vous a appris à lire Racine, et c'est pas facile de lire du Racine, c'est tout en alexandrin, etc. Et pourtant, vous avez su le faire. C'est des langues très étranges, très lointaines de notre façon de parler. Et pourtant, vous avez pu le faire, alors plus ou moins agréablement, mais vous avez pu le faire.
Ces autrices-là, si on n'est pas préparé, elles nous tombent un peu des mains, il faut l'avouer. Voilà, même par exemple le favori de Madame de Villedieu, qu'Aurore Évin a remis en scène, qui avait été joué donc, devant Louis XIV par Molière, elle l'a remise en scène récemment. Moi, je suis allée le voir, je ne peux pas vous dire que je me suis dit, waouh, mais mon Dieu, pourquoi on nous a privés de ça, c'est génial. Je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est intéressant, c'est vrai, il faut. Mais même moi qui suis peut-être un peu plus aguerrie, je me suis un peu ennuyée, j'ai pas bien compris, je trouvais ça un peu vieillot, quoi. Donc il y a aussi, mais aussi parce qu'on n'est plus préparé à recevoir ces œuvres-là. C'est-à-dire que nous ne sommes préparés qu'à lire en gros du Balzac, du Racine, du Corneille. Et donc il y a tout un tas d'œuvres de femmes qui n'ont pas les mêmes esthétiques et pour lesquelles il faut aussi qu'on apprenne à les redécouvrir, à savoir comment, voilà, comment les apprécier. Voilà, tout cela, tout en n'étant pas non plus trop optimiste, hein, tout cela ne va pas se faire, hein, toute cette réflexion-là ne va plus passer que par le théâtre. Hein. La question, je vous l'ai dit, hein, la question sociale du théâtre, de la place sociale du théâtre, elle est de toute façon bien différente par rapport à la société athénienne. Mais, alors c'est une conclusion, une ouverture comme il ne faudrait pas faire dans vos travaux. Des fois on dit qu'il faut faire une ouverture en conclusion, la mienne va être nulle, hein, je vous préviens. Donc il ne faut pas faire comme ça. Mais si on voulait comparer, si on voulait revenir à notre point de départ de l'exclusion des femmes du théâtre et en même temps du questionnement que les femmes vont poser au théâtre dès ses fondations, aujourd'hui, ce n'est plus le théâtre qui pose cette question-là. Mais je pense que par exemple le football le pose très bien. Le football, c'est aussi un spectacle collectif, un spectacle qui peut éventuellement par moments rassembler très temporairement, donner l'illusion qu'on est un corps social cohérent. Tout à coup, on peut se sentir français quand d'habitude on s'en fiche du drapeau. On peut même chanter la Marseillaise quand d'habitude moi, je ne suis pas trop patriote, etc. Donc le football est un des espaces vecteurs de cohésion nationale. Et la place qu'on commence à faire au football féminin dit aussi quelque chose. Pendant longtemps, ce vecteur national était un vecteur juste masculin. On fait corps tous ensemble, mais juste autour de 11 gars. Bon, ça manque un peu de filles, non? Voilà. Donc finalement, ce qui s'est passé dans l'histoire du théâtre, à sa petite échelle, et ma comparaison n'est pas complètement juste, c'est pour ça que ma conclusion est un peu ratée, mais à son échelle, ce qui se passe dans le football n'est pas si différent de l'histoire que j'ai voulu vous présenter là. Voilà, j'ai fini.